Bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du One-to-One le Live, la journée 100% digitale en collaboration avec BFM Business et qui remplace l'édition 2020 de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, événement qui n'a malheureusement pas pu se tenir cette année pour cause de Covid. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Jorabchi, CMO de Natixis Payments et key speaker du Live. Le paiement se trouve au centre de l'expérience d'achat et donc des enjeux du commerce unifié. En tant qu'acteur majeur du paiement, Natixis Payments joue un rôle clé dans l'écosystème. Guillaume porte donc un regard pertinent sur le sujet et avec lui, nous allons évoquer 3 thèmes. D'abord, côté marché, dans le contexte actuel, quels sont les besoins des consommateurs? Comment leurs habitudes d'achat évoluent-elles? En termes de paiement, de quoi ont-ils besoin? Ensuite, nous allons parler du marché. Comment doit-on adresser ce marché? Quelles sont les solutions qui se mettent en place? Et puis enfin, 3e thème, celui de la DSP2. Le paiement est un secteur réglementé. Comment les acteurs comme Natixis abordent le sujet? Quelles sont les conséquences pour les marchands? Et puis aussi les conséquences pour les consommateurs. Nous allons aussi voir ce qu'il en devient des mobile wallets et autres solutions Apple Pay, Google Pay. Alors bonjour Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots, présenter ta mission au sein de Natixis Payments? Oui, bonjour Cyril et merci de m'inviter sur ton podcast. Donc moi je suis, comme tu le disais, le directeur marketing de Natixis Paiement et des différentes filiales comme Natixis, Expolens, Payplug qu'on peut avoir. Donc mon rôle, c'est d'être en charge de tout ce qu'on appelle le marketing stratégique, donc la compréhension du marché, des besoins de nos clients et de nos utilisateurs, le marketing produit, donc adapter nos offres finalement à ces besoins, et puis tout ce qui est autour de la communication. Peut-être 2 mots sur Natixis Paiement, parce que c'est un animal, j'ai envie de dire, un peu particulier, qu'on ne connaît pas trop. On connaît plus les marques qui sont dessous, donc Dalenis, d'ailleurs partenaire du One-to-One Live, Payplug aussi, une très belle marque pour les PME sur les paiements. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que Natixis Paiement? Natixis Paiement, c'est à l'origine ce qu'on appelle l'usine à paiement, un mot encore un peu barbare, du groupe BPCE. Donc ça veut dire qu'au départ, on crée, on émet et on gère toutes les cartes bancaires du groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, BRED. C'est à peu près 25 millions de cartes de paiement. Donc on est le 2e acteur français dans le top 10 européen. Donc, et ça, on le fait depuis maintenant plus de 25 ans. La 2e partie qu'on fait aussi, c'est on gère tous les paiements, cette fois-ci de l'autre côté, plutôt du côté des commerçants et des marchands, pour accepter les paiements finalement qui sont émis par ces cartes bancaires. Donc finalement, Natixis Paiement, c'est quoi au départ? C'est une grande plateforme technologique qui résume et qui reprend tous les éléments de la chaîne de valeur du paiement. Donc depuis l'émission de la carte, la gestion de cette carte, l'acceptation des paiements de ces cartes et finalement tous les moyens d'accepter ces paiements pour les commerçants, que ce soit sur le e-commerce, que ce soit dans le monde physique, dans les magasins, que ce soit sur le digital et puis demain sur les réseaux sociaux.
Et la manière dont Natixis Paiement se présente sur le marché, finalement, c'est pas en mettant ou en vendant directement toute cette chaîne de valeur un peu barbare, mais c'est au contraire de savoir construire et mettre en place ces différents éléments comme un puzzle et les vendre finalement au travers de certaines de ces grandes marques. Donc soit au travers des banques populaires caisses d'épargne, soit au travers de Dalenis pour le e-commerce et le monde physique, soit au travers de Payplug pour les PME, soit aussi Appetiz, qui est finalement les titres déjeuners. Je pense que beaucoup d'entre nous en ont le midi par nos entreprises. Ou soit une nouvelle marque qu'on a créée il y a 1 an qui s'appelle Xpolens en partenariat avec Visa, qui permet finalement d'émettre une carte de paiement digitale virtuelle à la demande pour toutes les néobanques ou pour toutes ces entreprises qui intègrent justement le paiement dans leur programme de fidélité. Sujet dont on va parler, je pense, un peu par la suite. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette introduction qui est assez exhaustive et merci de ne pas être rentré trop loin dans le détail de chacune des finalement propositions de valeur portées par les différentes marques, mais on a un panorama bien complet de ce qu'est maintenant Natixis Payments. Je reviens sur la première question, le premier thème qu'on voulait aborder, qui est celui du marché, et vraiment comprendre aujourd'hui les insights qui sont remontés du marché. Comment chez Natixis Payments vous interprétez les évolutions, les tendances. On voit bien que le marché, sur les différentes strates qui le composent, change, le Covid aidant. On voit des tendances qui s'accélèrent, des comportements d'achat peut-être qui changent. Quelle est l'interprétation que vous faites, vous, toi, chez Natixis, Guillaume ? Alors, je pense que ce qui est intéressant dans le paiement, c'est que fondamentalement, le paiement, c'est une interaction. C'est un échange. Or, le Covid, là où il met de la difficulté, c'est finalement nos échanges. On le voit, on ne peut plus sortir de chez soi pendant le confinement. Aujourd'hui, même quand on va au travail, on doit porter des masques, on doit être en télétravail. Donc, en fait, le paiement est un peu un catalyseur de ce que le Covid met un peu en exergue ou bloque. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, je pense, des chiffres ou des éléments que tout le monde a en tête, c'est l'explosion du e-commerce, très clairement. C'est la première tendance qui en ressort. Ça veut dire quoi ? C'est que le e-commerce était en tendance, en croissance par mois autour de, on va dire, 5 à 9%. Pendant la période du confinement, on a atteint des pics à 70-80% chez nos porteurs et chez nos clients commerçants. C'est-à-dire qu'on a peut-être gagné 5 ans de croissance d'un coup sur la partie e-commerce. Ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point aussi qu'on a vu, c'est qu'au-delà du paiement, le parcours d'achat, la manière finalement de consommer l'achat d'un service, d'un produit, la géométrie de ce parcours d'achat est variable. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on disait beaucoup, finalement, je vais en boutique ou je vais dans le web, ou potentiellement, je vais sur le web pour me renseigner, puis j'achète en boutique ou j'achète qu'en web. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et subtil que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils achètent, qu'ils ont une interaction avec une marque, c'est cette interaction avec cette marque qui prime. Peu importe où, peu importe comment, et peu importe dans quel ordre. Je vais donner quelques exemples de parcours de paiement qu'on a mis en place et qui sont plébiscités aujourd'hui, qui sont demandés par les consommateurs d'abord, même avant des marchands. C'est typiquement ce qu'on appelle le Take Now, Pay Later. C'est-à-dire, je vais sur le web, je commande une dizaine de vêtements, je les récupère dans un magasin, soit dit en passant du click and collect, je ne paye pas à ce moment-là, même si j'ai rentré mes informations de paiement. J'essaye chez moi, parce que les cabines d'essayage sont fermées. J'en garde peut-être 7 sur 10. Et les 3 que je ramène dans une autre boutique, là, je suis prélevé des 7 que je garde sur les 10. Ça aurait pu être dans la même boutique, mais ce que tu veux nous souligner, c'est que cette flexibilité qu'offrent les commerçants à pouvoir ramener dans un point de vente A ou dans un point de vente B le produit que tu as acheté, cette vraie agilité. C'est vrai que c'est ça aussi le commerce. Et sachant que la commande s'est faite sur le web. Et en fait, je peux rajouter dedans le paiement en plusieurs fois, le paiement à plusieurs. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le paiement s'événementialise en fonction des événements de la commande ou du parcours client d'une commande. Et ça, en fait, c'est extrêmement intéressant parce que mes confrères dans le paiement ont souvent tendance à dire que le paiement, c'est un peu la conclusion d'une relation. Or, nous, on pense que finalement, le paiement, il est à un moment de la relation et certainement pas à la fin.
Et donc, dans les tendances, on a dit explosion du e-commerce. Alors, attends, détaille-nous ça. Pourquoi pour le consommateur, finalement, tu penses que le paiement, il n'est pas à la fin, mais il est plutôt dilué sur l'ensemble de l'expérience d'achat? Exactement. Quand on dit, par exemple, le Take Now, Pay Later, j'ai bien rentré mes informations de paiement à un moment, mais le prélèvement, la validation finalement de l'argent que je donne aux commerçants se fait une fois que j'ai ramené les vêtements dans le cas que j'ai donné après. Mais pourtant, l'acte de rentrer les informations, le process de paiement en tant que tel, était peut-être 3 étapes avant. Donc il y a vraiment une séparation entre l'acte de paiement et le paiement d'un point de vue processus financier. Pareil dans le paiement plusieurs fois. Un autre élément aussi que les gens veulent avoir. Dans le paiement en plusieurs fois, pardon de te couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui anticipe cette option de paiement en plusieurs fois dans la réflexion d'un achat. Généralement, quand on paye en plusieurs fois, ce n'est pas pour acheter une paire de chaussures, mais souvent des achats plus importants financièrement. Et donc, c'est là où le paiement fractionné, le paiement en plusieurs fois intervient pour faciliter la prise de décision. Tu veux dire que quelque part, dans la tête du consommateur, la notion de paiement en plusieurs fois étant prise préalablement, il va pouvoir s'autoriser à aller regarder le produit qu'il a envie d'acheter, évidemment, et à la fin passer en acte de vente. Exactement, et je tirerai même la pelote encore plus loin, c'est-à-dire que dans notre activité d'émission de cartes ou de wallet ou de compte de paiement pour des startups dans le monde des fintech, on voit beaucoup aujourd'hui des gens qui permettent de créer des cagnottes pour créer de l'épargne pour des besoins qui sont un peu plus chers, un peu plus compliqués. Et donc si on rapproche finalement ce que nous on voit via Natixis Paiement, ces deux tendances qui est j'achète en plusieurs fois et je me crée une épargne au travers d'un certain moyen de paiement avec une fintech, finalement je lis les L'épargne, deux. C'est du cashback? C'est quoi? C'est pas forcément du cashback, c'est-à-dire je sais que je veux m'acheter, moi je sais pas, une très belle montre, j'allais dire un voyage, aujourd'hui c'est pas forcément la première des dépenses, mais une très belle montre, un très beau sac, un très beau cadeau pour ma copine ou pour ma femme, et ben je vais avoir accès d'un côté du marchand au paiement plusieurs fois qui va me permettre d'étaler, et de l'autre côté, et ben je vais avoir une fintech qui va me permettre en fait de me prélever sur mon compte tous les mois un petit pourcentage que j'aurais prédéfini d'avance et qui me crée cette cagnotte et qui va se mettre en regard du paiement en plusieurs fois. Donc en fait, toute ma pensée finalement du paiement, de l'épargne, du besoin d'acheter des choses finalement belles et chères, tout ça, ça se mélange. Tout ça, les frontières sont perméables. Tu fais justement en fait une bonne transition vers la façon avec laquelle le marché doit être adressé. On a vu un marché finalement qui est à la recherche de solutions, qui attend de la part finalement des différents acteurs, que ce soit et d'abord les commerçants. Donc finalement le paiement vient. Les solutions de paiement viennent en soutien de l'ensemble du dispositif que les commerçants, les marchands mettent à disposition de leurs consommateurs. Donc c'est vrai qu'en tant que prestataire de paiement, vous n'êtes pas en frontal, sauf avec les cartes, mais enfin, c'est souvent au travers des solutions qui sont déployées par vos clients, c'est-à-dire les commerçants, que vous avez cette interprétation du marché. Justement, en termes de solutions, tu as commencé à les évoquer. Il y a le paiement plusieurs fois, il y a... ou fractionné, et il y a comment le nommer finalement, ce paiement après coup, après essayage. Le Take Now, Pay Later. Le Take Now, Pay Later. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, quels sont les enjeux, les perspectives auxquelles vous devez faire face, vous, aujourd'hui, en tant qu'acteur majeur du paiement, sur les évolutions qui vont arriver? Tout à fait. Alors, je pense que si je prends deux de nos marques aujourd'hui qui sont un peu sur le front de cette transformation que sont Dalenis et Payplug, je pense que nous, on vit aussi le commerce unifié, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on parle du commerce unifié, on en a parlé tout à l'heure, c'est les différents canaux d'un retailer. Mais le commerce unifié, c'est aussi, pour nous, prestataires de paiement et prestataires technologiques, d'unifier les différents socles technologiques et partenaires technologiques d'un retailer. Parce que pour réaliser cette promesse dont on a parlé avant, de parcours à géométrie variable, donc de paiement un peu à géométrie variable,
il faut que le retailer soit capable de centraliser ces socles technologiques pour les faire parler entre eux. Il y a 3 socles technologiques très clairs. Il y a la partie CMS vraiment pour gérer la partie produit, information produit, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on en parlera sûrement après. Le nouveau rôle des boutiques qui deviennent extrêmement importants, qui vendent carrément même des produits du e-commerce. Donc elles ont besoin d'avoir accès à ces données digitales de produits, donc la partie CMS. Il y a la partie aussi gestion des stocks et de la prise de commande. Parce qu'encore une fois, les boutiques aussi de plus en plus prennent les commandes du site du e-commerce. Donc ça suppose un dispatch finalement des commandes et des prises de stock. Et puis, le paiement aussi qui doit être centralisé. Et donc ça, c'est ce que moi j'appelle un peu aussi le commerce unifié en coulisses finalement. C'est que ces 3 grands acteurs technologiques doivent être unifiés, doivent partager de l'information. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue du paiement parce que, encore une fois, l'omnicanal ou le commerce unifié pour le retailer, c'est que quel que soit le point de contact avec un client, ce point de contact doit avoir accès à la donnée de client, de commande et du paiement. Et donc, peu importe d'où ça vient, peu importe qui l'a originé, la plateforme de paiement centralisée, unifiée, doit donner accès à ces informations et doit permettre de changer le paiement en fonction de l'événement de la commande, ce dont on parlait avant. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une proposition de valeur que vous arrivez à défendre avec des marques comme Dalenis ou Payplug. C'est d'ailleurs même le cœur de notre positionnement aujourd'hui, du commerce unifié. Et encore une fois, pour un objectif pour moi qui est clairement identifié, et tout ça, c'est pour fidéliser le client. Parce que le client, à la fin, il attend cette agilité. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que pour nous, ça peut être un peu nouveau, ça peut être innovant, ça peut être digital. Pour le consommateur, c'est tout à fait naturel. C'est ça. On est bien d'accord. C'est une attente qu'il avait déjà et qui n'était juste pas remplie forcément jusqu'à maintenant. Ouais. Vous couvrez le besoin. On l'a dit en introduction, et merci pour ces éléments finalement de réponse sur la façon dont on peut, en tant que prestataire de paiement, adresser le marché et proposer au travers de vos propres clients, que sont les retailers, des solutions attendues par les consommateurs. On l'a dit en introduction, en fait, le secteur du paiement est un secteur qui est réglementé et qui dit réglementation dit aussi contrainte. Et là, je parle de la DSP2. La DSP2, où en est-on aujourd'hui ? On enregistre cette interview le 3 septembre 2020. C'est important de le noter pour que dans quelques mois, on puisse revenir dessus et voir un peu comment les choses ont évolué. Bon, bref, les enjeux sont forts puisqu'ils concernent à la fois évidemment les prestataires de paiement, les commerçants et les consommateurs. Et les banques. Voilà, et les banques. Donc il y a un ensemble, un écosystème entier qui est impacté par ça. Et on ne peut pas dire, même en tant que retailer ou en tant que consommateur, n'étant pas une banque, moi, je le mets un peu à part. Bon, bah, c'est encore un élément de réglementation supplémentaire. Les choses vont se mettre en place et puis basta. En fait, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut l'interpréter. Il y a des enjeux qui sont bien supérieurs, entre autres sur la donnée, puis aussi la responsabilité derrière qu'il y a par rapport à la fraude, puisque la DSP2, rappelons-le, est quand même un dispositif qui a vocation à lutter contre la fraude. Qu'en est-il, on l'a dit en introduction aussi, des wallets et autres solutions type Apple Pay, Google Pay, et c'est des sujets que j'avais abordés avec Mathieu Vermeau de Dalenis dans un épisode enregistré en décembre dernier. Je suis intéressé de voir un peu comment tout ça a évolué 9 mois plus tard. Qu'est-ce que, Guillaume, de Natixis Payments, tu peux nous dire sur ça ? Alors, je pense, juste pour prendre un tout petit peu de recul sur la DSP2, qui est encore une fois bien barbare et qui parle peut-être qu'aux gens de la réglementation ou à la limite les gens un peu techniques, l'enjeu de la DSP2, comme tu l'as annoncé avant, c'est un enjeu au départ de fraude. C'est-à-dire que le e-commerce explosant, la fraude subie par les banques ou par les commerçants augmente aussi quand même mécaniquement. Et donc l'enjeu de la DSP2, c'est de demander ce qu'on appelle une authentification forte, c'est-à-dire la capacité à reconnaître le client de manière plus sûre qu'aujourd'hui le 3DS avec l'envoi d'un email. Et ça, en fait, ce qui change fondamentalement avec la DSP2, c'est qu'aujourd'hui les commerçants ont la main.
qu'est-ce que ça veut dire ils ont la main? C'est-à-dire que c'est eux, avec leur analyse de risque, finalement, quand une transaction s'initie sur leur site, de dire est-ce que finalement je vais compliquer un petit peu mon parcours client en demandant une validation de l'identité par l'envoi d'un mail. Donc c'est eux qui font leur analyse coût-bénéfice. Demain, la DSP2, en fait, elle redonne, entre guillemets, la main aux banques. Celles qui portent la carte, parce qu'in fine, c'est ceux qui portent le plus le risque aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le commerçant va demander à la banque, éventuellement, de ne pas demander une authentification forte, de manière à avoir ce qu'on appelle un parcours sans friction, pour justement avoir des taux de transformation plus élevés. Donc, les marchands n'ont plus la main. Ils sont dépendants d'une réponse que la banque va leur donner. Ce qui change quand même beaucoup la donne, parce que ça veut dire que les marchands n'ont plus la main. Donc fondamentalement, on a dit que c'est un enjeu de fraude et d'identification. Mais pour que l'écosystème puisse fonctionner, c'est un enjeu de collaboration. C'est-à-dire que les banques vont devoir mieux connaître les e-commerçants pour finalement être capables et d'être en mesure de répondre positivement quand ils demandent ce qu'on appelle une exemption d'authentification de manière positive. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que via la DSP2, il y a possibilité pour le commerçant d'envoyer plus d'informations sur le contexte de la commande, sur l'information du client, sur l'historique, pour motiver la réponse de la banque. Et donc c'est une collaboration banque-commerçant qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et il y a un élément au milieu de tout ça, celui qui passe cette information, le PSP ou le prestataire de paiement. Et donc l'idée, c'est que comment le prestataire de paiement peut aider le commerçant à savoir comment la banque va répondre. En tout cas, attends, je vais te laisser répondre, mais je voulais te dire merci pour cette explication didactique, simple et compréhensible de tout. Tu as raison de revenir sur l'usage et pas sur les features, la technologie qui rend complexe la compréhension de la DSP2. C'est une explication parfaitement claire et je pense que tous ceux qui nous écoutent l'auront beaucoup apprécié parce qu'elle démystifie un petit peu ces enjeux-là. Enfin, pas ces enjeux, mais finalement la valeur qu'on va pouvoir tirer de la DSP2. Donc je te remercie, je te relaisse la parole effectivement pour continuer sur le rôle d'un PSP, comment il va intervenir, comment il va faire finalement le go-between entre la banque et le commerçant. Tout à fait. J'espère que ça a aidé effectivement à démystifier un peu ce monde qui est très tech ou très réglementaire. Et le sujet, c'est bien le frictionless. Et en fait, ce qui n'aide pas, je pense aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de prestataires techniques se disent prêts à la DSP2. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être prêt à la DSP2? Ça veut juste dire je peux envoyer de l'information. Mais en fait, la valeur, elle est dans quelle information j'envoie. Et nous, une des forces qu'on a chez Natixis Paiement et qu'on est en train de construire actuellement, c'est comme on est émetteur, parce qu'on gère quand même 25 millions de cartes, c'est plus de 20%, 25% des cartes en France, on sait comment l'émetteur va répondre, on sait ce qu'il attend finalement pour dire oui. Et notre idée, c'est de remonter finalement cette manière de répondre directement au niveau du PSP, que ce soit d'Alenis, Payplug, pour aider finalement le retailer à dire donne cette information et cette information à la banque et tu auras très probablement un oui. Donc c'est bien un enjeu de collaboration, un enjeu de données et in fine pour arriver à quoi? À du parcours client finalement sans couture, sans friction et qui permet d'avoir des taux de transformation comme ceux qu'on peut connaître aujourd'hui. D'un point de vue de la date, parce qu'en fait tout ça, ça devait rentrer en vigueur en septembre. Ouais, avant d'y rentrer, concernant le consommateur, est-ce que tu peux juste dire un mot des conséquences que ça peut avoir sur le consommateur? Alors, en fait, c'est assez hétérogène parce que, encore une fois, quand cette demande d'authentification, donc ça peut être de la biométrie, reconnaissance faciale, avec le masque, ça risque d'être un peu difficile, donc peut-être reconnaissance digitale. En tout cas, ça va lui demander de donner une information que uniquement lui a, biométrie, ou que lui sait, un password. Et ça passe par une interaction avec sa banque, donc avec l'application de sa banque ou par le site web. Je te pose la question, évidemment, je connaissais un petit peu les réponses, mais c'est juste pour continuer cet effort d'explication. Ça veut dire que c'est fini le SMS, où on a le code à rentrer sur l'écran de son ordinateur ou de son smartphone qu'on vient de recevoir. On ouvre l'application de sa banque et il y aura un élément de navigation qui permet de faire la reconnaissance
biométriques, donc tu l'as dit, effectivement, on parle des empreintes digitales et la plupart du temps, parce que la reconnaissance faciale, indépendamment du masque, est aussi une technologie qui n'est pas embarquée sur beaucoup de téléphones à date. Donc ça compte aussi. C'est plus le cas avec l'empreinte digitale. Ensuite, on a effectivement le password. Donc, est-ce que finalement, pour le consommateur, c'est 100% des actions qui seront comme ça ou pas? Tu as commencé à nous dire que les commerçants pouvaient demander des exemptions d'authentification forte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, est-ce qu'on pourrait se rapprocher d'une expérience d'achat en tant que consommateur qui serait un peu comme le paiement sans contact, c'est-à-dire pour des cas qui, en l'occurrence, dans le paiement sans contact, sont plutôt liés à une somme, en dessous de 50 €, qui ne demande pas le PIN code et au-dessus qui le demande. Est-ce que finalement, c'est un petit peu un parallèle qu'on peut faire entre le monde physique offline de ce paiement-là et puis la DSP2 online? Je pense que dans ta question, il y a tous les éléments de réponse. Le temps que tu as pris à me poser cette question, à me donner des exemples, te montre la diversité, l'hétérogénéité possible, en gros, des cas. Et je pense que d'un point de vue du retailer, et encore plus d'un point de vue du user, prendre tous ces cas très différents, ça va créer de la complexité, ça va créer de la frustration, et ça va avoir un impact direct sur le taux de transformation. Donc encore une fois, je pense que l'enjeu direct de tout ça, à tous les niveaux, c'est comment je fluidifie ça. Et l'idée, c'est que la réglementation dit effectivement, il faut une authentification forte, on peut s'en passer dans des cas de faible montant, etc. Mais c'est très limitant. Et donc c'est pour ça que moi j'ai la conviction profonde que le passage d'informations, le transfert d'informations, la connaissance, la meilleure connaissance entre les deux bouts de la chaîne que sont la banque, les retailers en passant par le PSP, c'est la réponse et c'est la solution. D'autant plus quand on se dit aujourd'hui qu'une grande majorité des transactions s'initient sur le web, même si elles passent après en boutique. On peut, parce que si c'est le cas, même si à la fin je récupère en boutique, j'ai quand même cette obligation parce que je pars du web. Donc oui, il y aura des exemptions. Oui, la banque va rentrer en jeu quand il y a une authentification forte via sa propre user interface. Et vous vous rendez compte à ce moment-là à quel point le marchand, finalement, il devient dépendant pour son propre business d'éléments complètement exogènes à son interface digitale. Et je pense que c'est difficilement acceptable aujourd'hui vu les investissements qui sont faits. Donc je pense que la data, tout ce qui est en coulisses, tout ce qui ne sera pas vu par l'utilisateur, mais qui par contre créera de la confiance entre les acteurs de l'écosystème, parce qu'on parle vraiment de ça, on parle de confiance, en gros, ça sera du triple win. Win pour le retailer, win pour la banque et surtout win pour le consommateur. Je t'ai coupé, tu allais me dire un lancement en septembre. Oui, alors ça, c'était ce qui était prévu dans l'agenda originel. Le Covid est passé par là, donc forcément, tout le monde a demandé un report. Donc, j'ai vu des commentaires qui disaient finalement, c'était abandonné, on passerait à autre chose, on est dans un nouveau monde. Ce n'est pas abandonné, c'est toujours là. Vu qu'on est encore plus digital qu'avant, la fraude est encore plus un sujet qu'avant. Et donc aujourd'hui, la nouvelle date de mise en œuvre, c'est le 31 mars 2021. Donc aujourd'hui, tout le monde doit travailler finalement à cette mise en place. Et en fait, moi, ce qui me fait quand même un peu peur, je dois l'avouer, c'est qu'effectivement, tout le monde est de bonne volonté pour mettre en place la partie technique et réglementaire. Mais la partie dont on a parlé jusqu'à maintenant, de confiance, de passage d'informations, de raffinage de ces algorithmes d'intelligence artificielle, parce que c'est de ça dont on parle très concrètement, il y a peu d'acteurs qui s'y mettent réellement. Donc nous, de notre côté, on a commencé à faire des tests avec certains marchands un peu privilégiés. On est en train de raffiner notre algorithme parce que nous, on a la chance, entre guillemets, d'être sur les deux bouts de la chaîne, et côté porteur et côté PSP. J'espère que d'autres acteurs comme nous vont aussi s'y mettre parce que à la fin, tout le monde en pâtira d'une manière ou d'une autre. Mais la nouvelle date, en tout cas de mise en œuvre et de mise en application validée avec l'Union européenne, les schemes Visa, Mastercard, les banques et les représentants des retailers, c'est le 31 mars 2021. 31 mars 2021, on retient cette nouvelle date. Écoute, Guillaume, merci 1000 fois d'avoir pris le temps
de répondre à toutes ces questions, en fait, de converser sur la mutation de cet écosystème global qu'est le retail et le e-commerce, avec au centre le paiement. On a vu tous ces 3 grands thèmes sur le marché, enfin, le consommateur, comment on adresse ce marché en tant qu'acteur du paiement, et puis enfin la partie réglementaire avec le DSP2 qui finalement, si elle est prise bien de façon intelligente et anticipée, peut devenir une force pour le commerçant qui met en œuvre tout ce qu'il faut. Merci beaucoup à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la seule note qui compte. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire via LinkedIn ou via le site Les Digital Doers. Guillaume, merci encore. À très bientôt. Merci Cyril, ravi d'avoir été avec toi.